Bonjour mesdames, messieurs les jurys, je m'appelle Laura Willem et je suis en dernière année en coopération internationale à la Haute École de la province de Namur. J'espère que vous avez apprécié la lecture de mon travail écrit. Je vous emmène encore 30 minutes avec moi afin de vous faire la présentation orale de ce travail et de répondre à vos questions. Nous allons aborder ensemble quelques sphères de mon travail écrit. D'abord, nous allons faire une piqûre de rappel sur la question de recherche que j'ai abordée. Ensuite, nous verrons ensemble le contexte utile afin de répondre à vos questions. Nous verrons ensemble la méthode que j'ai utilisée afin de réaliser les différents entretiens, donc afin d'élaborer les questionnaires. Nous verrons ensuite les résultats obtenus suite à ces entretiens et aussi les limites auxquelles j'ai dû faire face dans l'élaboration de ce travail. Je pourrai enfin répondre à vos questions. La question de recherche était donc celle-ci. Existe-t-il une différence entre un enfant vivant au sein d'une organisation éco-responsable, telle CIMA, et un enfant issu d'un foyer traditionnel de la province de Namur? Une coordination entre la maison, l'école et l'État est-elle nécessaire au bon déroulement de la transition écologique? Nous allons maintenant aborder le contexte. CIMA. CIMA, un Hogar para la Esperanza, c'est une organisation écologique accueillant des jeunes gens de 9 à 18 ans et dont le but est la réinsertion de ces jeunes dans la société. Ces jeunes sont souvent en situation d'abandon ou vivent généralement dans la rue. Le centre aide à changer donc le comportement de ces jeunes en leur offrant un cadre, une éducation et des activités afin aussi de leur libérer l'esprit, de les faire penser à autre chose, à autre chose que leur vie qui peuvent être parfois vraiment difficiles. CIMA leur fournit des clés afin qu'ils aient devant eux une belle vie, mais aussi qu'ils deviennent des adultes responsables et respectueux de l'environnement qui les entoure. Le centre a été créé en 1990 par Jean-Louis Lebel. Donc CIMA est un centre éco-responsable. Il possède en son sein une multitude d'infrastructures écologiques visant à le rendre de plus en plus autonome. Donc nous pouvons voir que CIMA dispose d'un système du traitement de l'eau, de deux systèmes à vrai dire, d'un biodigesteur. CIMA fait également le tri des déchets. Il possède une ferme biologique depuis 1996 et s'adonne à l'hydroponie depuis un peu plus de 2 ans. Toutes ces installations sont détaillées au sein de mon travail écrit. CIMA prend également part à différents projets importés de partout et généralement réalisés par les volontaires des 4 coins du globe. D'ailleurs, toutes les installations que vous pouvez voir devant vous sont importées et réalisées par des volontaires. CIMA est en évolution constante et en recherche permanente pour justement devenir de plus en plus autonome. Donc au fur et à mesure des projets, petit à petit, le centre gagne de plus en plus en autonomie. L'éducation écologique. L'éducation est d'une importance primordiale à CIMA. Celle-ci diffère de l'éducation traditionnelle parce que CIMA apporte l'écologie donc à l'éducation des enfants. Comme Yves Bertrand de Jutras, l'éco-responsabilité est une discipline à acquérir dès l'école. Afin qu'une transition intérieure soit plus efficace sur les enfants, nous devons inculquer dès la plus basse enfance les gestes barrières, l'importance de l'environnement, ainsi que l'empreinte que nous laissons sur la Terre. Car nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, mais nous l'empruntons seulement à nos enfants. Donc, est-ce que CIMA, le centre, a réalisé un concept neuf? Est-ce qu'il a créé un concept neuf? Dominique Bourg, philosophe, nous fait part de son expertise en affirmant que le fait que nous ne devons pas attendre d'être en crise pour changer notre système, car nous le sommes simplement déjà. Nous sommes en crise. Autrement dit, la crise est une période donc, il définit la crise comme une période entre deux moments de normalité, de stabilité. Ici, nous ne sommes clairement pas dans un moment de normalité ou de stabilité. Nous sommes en crise, que ce soit sécuritaire, environnementale, sanitaire ou encore alimentaire. La question est, et si CIMA avait su influer ce changement aux enfants, qui sont
je rappelle, les citoyens de demain, afin de sortir de la crise mondiale qu'est l'industrie, pour les conduire vers un nouveau monde plus stable, se rapprochant de la normalité. Dans la logique du philosophe, l'avènement des habitats groupés comme la Terre latane, que j'ai assez détaillé dans mon travail écrit, et Stima serait une forme de décroissance, de retour en arrière, afin justement de retrouver une nouvelle situation de normalité, de stabilité après la situation, euh, après l'ère que nous avons vécue de crise, qui est l'industrie. Il existe, donc nous avons vu, une mosaïque de possibilités transitoires. Que ce soit Sima ou encore la Tarlatane, donc un habitat groupé en Belgique, situé en Belgique, et qui prône l'écologie et l'éducation à l'écologie, sont régis par un but commun. Ils ont imaginé le futur et l'ont tout simplement construit afin de se préparer et de préparer la population à l'effondrement énergétique qui nous attend tous. Le concept de la transition donc écologique a été formulé, a été pour la première fois conceptualisé par Rob Hopkins en 2005 et ce concept a été mis en application en tant que tel pour la première fois en 2006 à Thorns, donc au Royaume-Uni. Quel est le but de la transition? C'est celui-ci. C'est développer la capacité des communautés à résister aux chocs économiques, énergétiques, mais également climatiques, afin de subvenir aux besoins de la population, y compris en temps de crise. Ce mouvement donc est l'occasion de repenser notre société autour de valeurs nouvelles telles que la solidarité, le partage et l'environnement. La transition écologique est une vision donc à long terme, visant donc à terme, visant au bout à devenir des êtres donc autonomes. Donc la transition écologique vise bien sûr l'autonomie. Nous devons repenser notre société ensemble, c'est un travail d'équipe, l'imaginer et ensuite mettre en application des actions concrètes pour arriver donc à notre but poursuivi qui est la transition écologique. Ce mouvement vient directement des citoyens, il provient de nous, c'est à nous d'inculquer d'abord ce changement. Il permet aux individus de s'approprier leurs propres existences et construire ensemble une société nouvelle post-industrielle. Nous allons maintenant nous attarder sur les résultats que j'ai pu obtenir suite aux enquêtes que j'ai réalisées. J'ai à mon actif 10 enquêtes, 3 enquêtes provenant du centre, donc au Pérou, et 7 enquêtes provenant donc des foyers traditionnels de la province de Namur. Je recommence. J'en ai marre. Donc nous allons maintenant aborder donc les résultats obtenus suite aux enquêtes que j'ai pu réaliser. J'ai à mon actif 10 différentes enquêtes, 3 enquêtes provenant du Pérou, j'ai eu la chance d'interroger la secrétaire, un volontaire et un groupement d'enfants, et 7 enquêtes provenant des foyers traditionnels de la province de Namur. Il a été possible donc de dégager quelques bribes de solutions suite à ces enquêtes, ainsi à la question de voir s'il y avait une réelle différence entre un enfant résidant dans un foyer éco-responsable tel Sima et un enfant résidant dans un foyer traditionnel de la province de Namur, je répondrai sur base des modèles SWOT que j'ai pu réaliser que oui, il y a réellement une différence. Maintenant, je citerai plutôt une différence en 2 autres formes de catégories. Je reformulerai ces catégories, je les remodifierai en 2 autres catégories. Donc plus la différence entre les enfants issus d'un foyer éco-responsable et d'un foyer traditionnel. Je ferai ainsi. Quelle est la différence? Existe-t-il une différence entre les enfants résidant au sein d'un foyer éco-responsable ou prônant l'écologie à la maison et à l'école et la différence entre un enfant vivant au sein d'un foyer traditionnel de la province de Namur, n'ayant l'écologie qu'à l'école. Alors là, il y aurait clairement une réponse affirmative. Oui, il y a une différence. La différence réside dans la continuité qu'il y a entre l'école et la maison en termes d'écologie. Au centre, l'écologie est abordée à toute heure de la journée, que ce soit au matin, à l'heure du lever, lors des activités à l'école, ou alors encore
quand ils font la cuisine, ou quand ils rangent, ou quand ils sont à la ferme. L'écologie est partout. Au sein des foyers prônant l'écologie à l'école et à la maison, la continuité se fait également. Du coup, l'enfant n'est pas perdu. Comme Jules, par exemple, après 2 mois de confinement, qui ne savait même plus comment on triait ses déchets. Il est donc important d'avoir une réelle continuité entre l'école, entre ce qu'on apprend à l'école, entre les règles qui sont régies à l'école et la maison, afin de ne pas perdre les facultés qu'on a acquises. Ensuite, un problème qui est revenu lors de chaque enquête est un problème économique. Il est impossible pour tous les foyers de la province de Namur de consommer en vrac ou sans plastique au vu du prix exorbitant de ces produits. Ainsi, le centre aussi étant financé exclusivement par des donations, il est encadré, il est limité donc par ses donateurs et il ne peut s'améliorer écologiquement qu'en fonction de ses moyens et pas comme il le souhaiterait. Il faudrait donc pouvoir consommer écologiquement. Pour pouvoir consommer écologiquement et améliorer ses infrastructures écologiques, faire soit des concessions au niveau de la vie quotidienne, ou soit nous pourrions recevoir une aide de l'État. L'État pourrait privilégier aussi nos producteurs au lieu des multinationales. Il est clair que l'État doit donc assumer son rôle dans la transition écologique. Notre gouvernement doit donner également priorité à l'écologie à long terme et non plus à court terme. Dans les résultats que j'ai pu obtenir lors de ma discussion avec Jean-Claude Collot, il est venu la discussion s'est dirigée vers le fait que l'État à l'heure actuelle prônait l'écologie à court terme dans par exemple les panneaux solaires qui correspondent en fait au fléau de demain. Dans 15 ans, nous ne savons pas comment nous allons recycler ces panneaux solaires. L'État devrait donc privilégier une économie à long terme en posant par exemple des éoliennes. Le dessin que vous allez voir maintenant est un peu la synthèse de tous les résultats que j'ai pu obtenir et la réponse à la question. Donc, doit-il y avoir une coordination entre la maison, l'école et l'État pour avoir une transition écologique aboutie, réussie? Donc, le dessin que vous voyez, donc fait que j'ai réalisé moi-même, représente une éolienne qui représente la transition écologique. Son pilier est la transition écologique. L'éolienne n'a pas été choisie au hasard, c'est bien sûr le symbole de l'écologie à long terme. Donc la transition écologique porte 3 différents piliers, la maison, l'école et la politique, qui ensemble, avec une coordination sans faille, arrivent à tourner et à rendre la transition utile, efficace. Dès qu'une des palmes ne cesse de tourner ou est bloquée, les autres palmes sont bloquées aussi. Et la transition ne peut se faire puisque l'éolienne devient obsolète. C'est bien sûr un modèle synthétique et un petit peu imagé que je vous propose. Je verrai la méthode avec vous lorsque je répondrai à la question de Madame Nathalie Hanukkar. Donc dans quelques slides. Nous allons maintenant nous attarder aux limites auxquelles j'ai dû faire face lors de la réalisation de ce travail. La recherche, afin d'être vraiment représentative de la population, aurait dû compter plus de personnes issues de foyers éco-responsables, mais également plus de foyers de la province de Namur. Il ne faut pas négliger également le fait que j'ai plus d'entretiens provenant de Belgique que d'entretiens provenant de centres éco-responsables ou même de CIMA. Cette étude aurait été encore plus pertinente, complète, plus informative, si j'avais pu recueillir des témoignages de professeurs de CIMA, mais également le témoignage du psychologue. Malheureusement, dû à l'arrivée de la pandémie mondiale du Covid-19, les professeurs ne pouvaient plus se déplacer. Les règles d'hygiène mises en place au Pérou étant beaucoup trop sévères, les professeurs, même l'entièreté du personnel, ne pouvaient plus venir travailler au CIMA. Et donc, il était impossible d'interroger ces personnes. Ensuite, je déplore aussi le manque de temps.
Le temps au centre était une denrée rare et précieuse. Comme précisé précédemment, la grande majorité du personnel ne pouvait plus être présent au sein du centre et donc nous, les volontaires qui étions sur place, devions remplacer les personnes qui étaient absentes. Nous devenions alors professeurs, cuisiniers, tuteurs. Ces imprévus ont laissé que très peu de temps, très peu de possibilités aux volontaires de consacrer d'avoir des libertés pour réaliser quelconque travail ou d'avoir simplement un petit peu de temps pour soi. Ensuite, enfin, il est compliqué de déterminer en 2 mois de temps s'il est nécessaire ou pas d'avoir réellement une coordination. Je n'ai pas pu observer cette évolution. De plus, cette coordination n'est pas encore mise en place. Du coup, c'est compliqué d'observer quelque chose qui n'existe au final pas. Donc, la première question est celle-ci. Si vous étiez consultant et que vous aviez les moyens d'agir, que préconiseriez-vous? Il me semble important, au vu des différents entretiens, de casser surtout les préjugés auxquels j'ai pu être confrontée, que peuvent avoir les personnes donc concernant un mode de vie écologique. Martin, par exemple, adolescent de 18 ans, avait une vision totalement archaïque des personnes vivant avec un mode écologique. Pour lui, quelqu'un vivant en respectant son environnement habitait forcément dans les bois et n'avait pas accès à cette source immense, comme il l'appelle, qu'est Internet. Magali également, mère de famille, avait des préjugés très grands suite à un traumatisme qu'elle a subi lors de son travail. Donc Magali, mère de 2 enfants, m'a fait part du fait que si nous voulions, nous, vivre avec un mode écologique, il ne fallait pas empiéter sur sa liberté de ne pas vouloir vivre avec ce mode de vie et que si nous voulions vraiment adopter ce mode de vie, il fallait que que nous partions vivre dans les bois et se laver régulièrement tous les jours dans la rivière. Je cite. Alors, pourquoi ne pas établir certaines sessions de sensibilisation, d'information où la prise d'une décision concernant le changement de mode de vie serait faite? Non seulement aux enfants, mais également aux parents. Nous pouvons voir que Martin a des visions archaïques, mais Magali, mère de famille, également. Cette problématique concerne tout le monde, tous les êtres humains, tous les êtres vivants sur ce globe, mais aussi ceux qui ne sont pas encore en vie. Constituer et soutenir des coopératives de parents au sein des écoles. Ceci se fait déjà donc au sein de la commune d'Onwé, donc l'école de la commune d'Onwé, afin de faire vivre les projets conçus au sein même de l'école. Également donc à la maison. Je prendrai l'exemple de Matteo, donc un petit garçon, qui au sein de son école construit énormément de projets tels que son école possède un potager et ils ont construit tous ensemble des tipis. Martin a alors demandé à ses parents voir s'ils pouvaient construire également des tipis dans son jardin. Ses parents ont été coopératifs, ils ont accepté, ils se sont renseignés et maintenant Matteo a su construire ces mêmes tipis dans son jardin et apprendre par la même occasion à ses parents comment construire des tipis. Je préconiserai aussi un autre mode donc d'éducation, éduquer autrement. Je mettrai aux oubliettes l'éducation traditionnelle qu'on connaît tous, qui souhaite nous conformiser et nous construire identiquement au profit de la société surconsommatrice que nous subissons, vers une école adaptée à notre nouvelle ère. L'école se doit d'évoluer avec son temps et aujourd'hui plus que jamais inclure l'écologie comme une discipline élémentaire. Pourquoi ne pas faire également des plaidoyers politiques, écologiques à destination de la politique défaillante, en réclamant bien sûr des décisions écologiques plus justes et une taxation plus cohérente, afin de rendre possible donc économiquement un changement alimentaire. Interdire des voyages un peu trop low cost et privilégier les voyages long cost qui ont des conséquences un peu trop importantes sur le reste des sphères de la société et favoriser l'emploi du train au lieu de l'avion. Il serait aussi grand temps à notre État de privilégier la recherche visant à la sauvegarde de notre planète que la recherche continuelle de profit. Je préconiserais la bonne application des promesses, donc stop au schisme de réalité, des promesses prises par les États lors des conférences internationales sur le réchauffement climatique
afin de cesser de briser ce schisme de réalité explicité lors de ma recherche. La deuxième question. Quelle est votre principale recommandation à donner aux personnes concernées par votre problématique? La première recommandation que je pourrais faire est celle-ci. À quoi bon essayer de sensibiliser des personnes telles que Madame Agali si elles ne voient pas l'intérêt de changer et qu'elles n'ont que qu'elles ne voient que très peu de bienfaits à ce nouveau mode de vie. Sortir de sa zone de confort peut s'avérer très difficile et sensibiliser les personnes aux problèmes climatiques que nous rencontrons à l'heure actuelle n'est plus aussi concluant. Au lieu de les sensibiliser au changement, il faudrait les aider à décider eux-mêmes de changer. Pour expliquer ces propos, je prendrai Kurt Lewin, qui en 1947 avance une hypothèse très simple. Donc les personnes ont tendance à adhérer à ce qui leur paraît être leur décision et à se comporter conformément à elle. Pour expliquer donc ces propos, je reprendrai l'expérience qu'il a réalisée, dans laquelle il compare deux stratégies ayant pour but de changer les habitudes alimentaires de ménages américains afin de les ajuster à l'économie de la guerre des années 1940. La première des stratégies est persuasive. Des mères de famille suivent une conférence vantant les mérites des nouvelles denrées, donc de la guerre. Malgré tous ces efforts, le conférencier ne put conduire que 3% des ménagères à réellement adopter ces nouvelles denrées. La seconde stratégie consistait, au terme d'un travail de groupe, à obtenir des mères de famille la décision de consommer ces nouvelles denrées. Un animateur, et non plus le conférencier, avait la consigne d'inciter les ménagères à prendre publiquement la décision de consommer ces nouvelles denrées dans les prochains jours. Cet acte fut tellement considérable que 32% des ménagères adoptèrent réellement ce nouveau mode de consommation. Autrement dit, 10 fois plus qu'avec la stratégie précédente. Cette différence peut être avancée par le fait que le lien entre la motivation, l'attitude et le comportement n'est pas direct. Il faut un intermédiaire qui est la décision. Quand nous prenons une décision, nous gelons l'univers des options comportementales possibles. Cette adhésion à la décision traduit l'effet de gel, donc préconisé par Kurt Lewin. Nous parlons ici bien sûr de l'adhésion à la décision et non l'adhésion aux raisons, bonnes ou mauvaises, qui ont pu orienter cette décision. Afin d'entrer dans du plus concret, je reviendrai également avec le modèle que j'ai dessiné au cours de ma recherche. Celui-ci englobe toutes les recommandations que je pourrais faire à une personne lambda, donc qu'il y ait une coordination entre la politique, l'école et la maison pour qu'il y ait une transition écologique concrète, établie et réussie. La transition écologique doit se faire en travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. L'État ne peut pas changer à lui seul la vision de voir la société. Le foyer ne peut pas changer également la vision à lui seul de la société et également l'école. C'est un travail qui doit se faire ensemble, de façon coordonnée. C'est construire ensemble donc la société de demain. Nous pouvons maintenant aborder ensemble la troisième question que j'ai reçue. Quelle méthodologie avez-vous employée pour élaborer votre questionnaire et réaliser vos entretiens? Quels ouvrages vous ont semblé pertinents pour élaborer cette méthodologie? Dans cette réponse, la méthode donc a été incluse. L'élaboration de ce questionnaire n'a pas été chose facile. 3 phases ont été nécessaires à sa bonne réalisation. La première phase constitue la documentation. Comment aurais-je été apte à interroger des personnes si je n'étais moi-même pas informée, documentée sur la problématique que j'abordais? La deuxième phase a été l'écriture de ce questionnaire. Encore une fois, j'ai dû faire face à quelques imprévus. Enfin, la phase 3 concerne les entretiens eux-mêmes. Comment ai-je interrogé les sujets de ma recherche? Afin d'élaborer mes questionnaires, il me semblait important d'être avant tout informée sur la problématique que j'abordais. Dès lors, j'ai avant tout fait des recherches d'abord sur la transition écologique. Je me suis vite rendu compte que ce concept représentait uniquement la face visible donc de l'iceberg et que sous cette partie visible, il existe une multitude de mouvements transitoires totalement différents. Ma première rencontre avec ce mouvement de transition écologique, ce fut en deuxième coopération internationale lors du cours de Madame Laura Silva Castaneda. Dès lors, à ce moment-là, je ne connaissais donc pas du tout ce concept de transition écologique.
Ensuite, nous avons dû réaliser, lors de ce même cours, un travail, donc interroger une personne coopérante. J'ai choisi une des gérantes de l'entrepôt qui se situe à Namur, Caroline. Lors de la rédaction de mon travail de fin d'études, d'essai lors de cette même année, j'ai choisi la transition écologique à Détroit, prototype des villes post-pétrole, comme sujet d'étude. En troisième année, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Rob Hopkins à Louvain-la-Neuve. J'ai ensuite lu un ouvrage, Un million de révolutions tranquilles, de Bénédicte Manier, donc journaliste. J'ai emprunté à la bibliothèque différents livres tels que Vivre ensemble autrement de Pascal Derme, avec une préface de Pierre Rabhi, et L'école malade de l'échec de Georges Bastin et Antoine Roussel. J'ai pu également m'attarder sur différents articles revues scientifiques tels que un article de Yves Bertrand Jutras, devons-nous prôner l'éco-responsabilité à l'école comme discipline afin que ce soit efficace, afin d'être le plus efficace possible à l'effondrement énergétique qui nous attend, et un article donc de Dominique Bourg. J'ai pu également, grâce à Internet, tomber sur des mémoires disponibles en ligne. Je suis alors tombée sur le mémoire de ma garante scientifique, Brenda Lira, qui nous parlait de l'éducation à l'écologie dans les écoles bruxelloises, et un mémoire de Pauline Ferron, La participation moteur d'un habitat durable. En ce qui concerne la pratique, vous le savez tous à présent, j'ai pu tester, observer et éduquer à cette problématique au sein d'une association au Pérou, CIMA. L'ensemble de cette recherche m'a semblé plus que crucial afin de comprendre au mieux les réponses des interrogés et ainsi, moi, pouvoir répondre à leurs éventuelles questions. Cette connaissance me permettait aussi de pouvoir créer une réelle relation de confiance avec eux et ainsi d'aller plus loin dans leur vie privée et d'accéder à leurs réels sentiments vis-à-vis du sujet abordé. La deuxième phase fut celle donc de l'écriture du questionnaire. En tout premier lieu, j'avais élaboré un questionnaire à destination des membres donc du centre CIMA. J'avais écrit mes questions en reprenant les concepts clés que nous pouvons trouver dans le livre Vivre ensemble autrement de Pascal Derme. En effet, ce livre, parlant des habitats groupés, il y avait de fortes similitudes entre CIMA et la Terre latale. Cependant, au vu de la crise sanitaire, je n'ai pu interroger toutes les personnes que je le souhaitais et donc réaliser un second questionnaire vers un autre public cible en plus de ceux du centre. Je devais avant tout m'adapter au lieu au foyer. J'ai réalisé un autre donc questionnaire à destination cette fois-ci des foyers traditionnels de la province de Namur. Pour ce faire, j'ai eu recours à l'analyse SWOT. Cette analyse consiste à tirer les forces et les faiblesses de l'enfant en fonction de son mode de vie. Il était aussi question d'en dégager les opportunités et les menaces que ce mode de vie pouvait avoir sur l'enfant. En faisant de cette manière, je pouvais résumer mes idées. Un des inconvénients d'avoir fait une grande partie de recherche documentaire est que l'on aimerait aborder énormément de choses lors de ces entretiens, seulement ce n'est pas possible. La mienne étant importante, il fallait que je résume absolument l'ensemble de mes idées. C'est pour ça que l'utilisation d'une analyse SWOT était primordiale. J'ai basé donc mes questions sur le modèle vu en classe en développement de projet, mais j'ai également basé mes questions sur le modèle que j'avais réalisé avec mes propres connaissances et ma propre expertise. Ainsi, avec cette méthodologie, j'ai pu interroger en Belgique l'équivalent de 7 personnes différentes. Nous arrivons à la phase 3, les entretiens. La phase 3 s'est très bien déroulée. J'ai pu dès le début instaurer une relation de confiance avec les sujets, de par mon expertise, mais également parce que j'ai basé mes entretiens plus sur un schéma de discussion que sur un schéma de questions-réponses. L'objectif recherché étant de ne pas interroger les personnes seulement pour recevoir des réponses auxquelles je m'attendais, des questions prévisibles, mais le but était de discuter, converser, échanger et s'intéresser afin de recevoir le plus de réponses sincères possible. Mes questions ont bien été rédigées donc sous le mode semi-directif, qui est une méthode d'étude qualitative dont le but est de récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuve à un travail de recherche. J'ai alors, je l'accorde, orienté en partie le discours des personnes interrogées autour du thème de l'éducation à l'écologie et à l'école à la maison. Thème défini, que j'ai bien sûr défini au préalable. Mes questions ont clairement été rédigées de façon à recevoir des réponses
ciblés sont tournés autour du pot tout en débattant librement du sujet. Grâce à cette méthode, il était plus facile de tenir l'entretien, de le faire évoluer, fluctuer en information, en passant du moins important au plus important, afin de mettre donc en premier lieu la personne en confiance pour finalement obtenir plus d'informations de celle-ci sur sa vie privée et comment elle fonctionnait. À la fin du questionnaire, nous pouvions tout simplement débattre à l'aise, toutes deux sans pression, sur les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses que l'enfant pouvait avoir à acquérir en fonction de son mode de vie. Nous pouvons maintenant ensemble nous diriger vers la dernière question qui est celle-ci. Vous citez Rob Hopkins, en quoi Sima répond aux objectifs du mouvement en transition. Quels seraient selon vous les outils que l'association pourrait encore développer? En quoi peut-elle libérer le pouvoir d'imagination pour créer le futur? Comme discuté précédemment, le mouvement en transition écologique peut se faire d'une multitude de façons différentes. En reprenant le cas concret que représente Sima et en comparant une telle organisation au concept décrit par Rob Hopkins, nous pouvons créer des liens qui sont incontestables. Le centre Sima extirpe les enfants de l'enfer que représente la société de surconsommation qu'est l'IMA, afin de les rendre responsables et de les faire devenir des adultes accomplis, respectueux de l'environnement qui les entoure. En reprenant les termes employés lors de la rédaction de mon projet écrit, le but de la transition écologique est celui-ci. Le but est de développer la capacité des communautés à résister aux chocs économiques, énergétiques et climatiques, et donc de subvenir aux besoins de la population, y compris en temps de crise. Ces quelques mots sont d'autant plus importants aujourd'hui, au vu de la pandémie mondiale que nous subissons tous. C'est l'occasion de prouver que le centre donc Sima est réellement en plein chemin transitoire. Le Pérou, donc situation Pérou, le Pérou est légèrement et très sévèrement touché justement par la crise sanitaire. L'économie du pays étant fortement alimentée par l'économie informelle, par l'emploi informel et le tourisme, la quarantaine mise en place depuis mi-mars a plongé l'ensemble de la population dans le désarroi le plus total. De nombreuses familles se retrouvent sans ressources et la famine pointe assez dangereusement le bout de son nez. Pourtant, dans un coin du Pérou, un éco-village peuplé d'irréductibles transiteurs résiste encore et toujours au virus. Sima peut encore, malgré la crise alimentaire, nourrir tous ses occupants et ce, grâce à ces différentes installations écologiques que nous avons pu voir tout à l'heure. Ainsi, grâce à la ferme biologique et à l'hydroponie, les enfants et les animaux sont encore alimentés, au cas où les donations se feraient un petit peu plus rares. Le centre dispose d'une rivière et donc de 2 systèmes également de traitement de l'eau et peut donner à boire à tous les êtres vivants ayant élu domicile au sein même de Sima. Les animaux étant encore alimentés et 2 systèmes de traitement d'eau fonctionnant à merveille, les animaux peuvent donc alimenter le biodigesteur et donc fournir le gaz nécessaire pour cuisiner à Sima. La transition est l'occasion de repenser la société autour de valeurs nouvelles telles que le partage, la solidarité et l'environnement. Il faut donc repenser la société tous ensemble et rendre toute cette pensée possible par la mise en œuvre d'actions concrètes. Sima offre une seconde vie autour de valeurs fortes qui sont le respect, le compromis, la solidarité, mais surtout l'amour, beaucoup d'amour. Tout ça en accord, bien sûr, avec l'environnement. Les enfants deviennent responsables du lieu qu'ils peuplent. Ils apprennent à donner à la nature, mais également à recevoir d'elle des bienfaits à la hauteur des soins qu'ils lui ont prodigués. L'organisation donne aux enfants la possibilité de s'évader, de s'instruire, de créer, d'imaginer, de réaliser, de rencontrer, de partager, et par-dessus tout, de redevenir des enfants avec des rêves plein la tête. Dans la conférence What If, donnée par le fondateur même du concept de transition, Rob Hopkins, celui-ci mettait le fait que nous vivions dans une tempête où tous les facteurs détruisaient notre imagination. Il fallait donc réveiller notre faculté d'imaginer, de construire. Il fallait penser autrement. Pour lui, il faut que nos chefs d'État remettent une priorité sur l'utilisation de notre imagination. L'école doit aussi laisser aux enfants la possibilité de créer par eux-mêmes. C'est exactement ce que Sima réalise au travers de son éducation. L'enfant a la possibilité de créer, il imagine, pense et construit en permanence. Que ce soit l'atelier de peinture ou au local technique ou encore dans les champs, Sima fournit la possibilité même d'imaginer et de créer à travers ces différents ateliers. Elle permet aux enfants de sortir de l'école
traditionnelle, de l'éducation traditionnelle, pardon, pour se conformer aux besoins propres de chaque enfant. Grâce à Sima, les enfants redeviennent comme tels, des enfants, remplis d'imagination. En ce qui concerne les améliorations futures, je prendrai les quelques mots que ma maître de stage m'a dit, qui sont autonome, oui, on est en chemin. On ne peut pas courir avant de pouvoir marcher. Cette phrase souligne un point très important qu'il est judicieux d'aborder, c'est que chacun transite à son rythme et selon les moyens qu'il possède, selon ce qu'il est possible de faire à son échelle. L'association, j'en suis intimement persuadée, pourra un jour être complètement autonome et s'autogérer totalement. Pour cela, il faudrait juste y aller à sa disposition, c'est plus une question logistique, plus d'animaux pour pouvoir manger plus de viande, mais également ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis du biodigesteur, donc pouvoir toujours alimenter ce biodigesteur. Le centre pourrait également insister sur les bienfaits qu'offre la nature et ne plus donner de sanctions en rapport avec celle-ci aux enfants, car le message pourrait être biaisé, déformé et ne pas aboutir à l'effet, au final, recherché. Je vous remercie pour l'écoute que vous m'avez accordée et vous souhaite bon courage pour la lecture des autres TFE. Merci.